Nous avons tous des peurs. On peut avoir peur de certaines choses, comme des araignées ou encore des serpents. On peut aussi avoir peur ou se sentir anxieux dans certaines circonstances, comme par exemple lorsqu'on doit prendre la parole en public. La plupart du temps, ce sont des peurs qui sont tout à fait normales, qui sont désagréables sur le coup, mais qui se maîtrisent et se résorbent assez facilement. D'autres personnes, par contre, éprouvent des peurs qui deviennent incontrôlables et qui leur empoisonnent la vie. Elles deviennent complètement envahies par ces peurs. C'est à ce moment-là qu'on parle de phobie. Ça les pousse à prendre toutes sortes de moyens pour éviter les situations qui leur font peur et ça les empêche carrément de mener une vie normale. Selon la Fondation des maladies mentales du Québec, 14% des adultes vont développer une phobie au cours de leur vie. Mais les phobies ne se développent pas que chez les adultes. Les enfants aussi peuvent être touchés par les phobies. Nous avons rencontré une femme et une jeune adolescente qui souffrent de phobie. J'ai peur, mais je ne sais ni de qui, ni de quoi. C'est ce qui fait qu'on pense qu'on devient fou, parce qu'on n'est pas capable de s'expliquer pourquoi on a peur. On sait très bien, consciemment, qu'il n'y a rien de dangereux. Pour moi, on va être pris dans le trafic. Ah, ça c'est inquiétant, j'aime pas ça. Ça roule quand même. Si j'essaie de m'encourager, ça roule. Un peu, il fait chaud dans l'auto, je vais diminuer le chauffage. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Là, rendu dans le tunnel, est-ce que ça va couler? Est-ce qu'on va être plein d'eau? Est-ce qu'on va se noyer? Est-ce que je vais mourir? Oh, je commence à te choquer, là. Puis pour le vrai, à part de ça, ça peut nous prendre n'importe où, n'importe quand. C'est ce qui fait que c'est un peu plate. Parce que je peux... mettons que j'ai un souper chez une amie, un petit peu à l'extérieur de la ville. Laval, c'est pas tellement loin de Montréal. Ça va très bien pour aller à Laval depuis très longtemps. Il peut arriver qu'à un moment donné, je sois invitée à souper, puis que je dise oui, puis je me sente très bien, puis je viens pour partir, je suis pas capable d'y aller. Alors, ça peut se produire, je suis parfaitement capable d'y aller, on va être en train de souper. Hop, là, je me mets à me sentir mal, il faut que je parte. J'étais souvent nerveuse, je voulais pas être séparée de ma mère, puis plus qu'on approchait du temps de l'école, ça empirait. Le rendu à l'école, là, j'étais plus capable. Là. Elle me disait qu'elle avait mal au cœur, elle se sentait pas bien. Je veux pas qu'il t'en aille, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur, je pense que je vais vomir. C'était sa phobie, c'était de vomir puis que je sois pas là. Des fois, je pleurais, je voulais pas être séparée d'elle. J'avais trop peur de vomir si elle était pas là, puis quelque chose arrive ou quelque chose comme ça. J'étais pas capable. Dominique a toujours été un enfant un peu anxieuse. Puis l'anxiété de séparation, c'est pas d'hier. Depuis qu'elle est toute petite, aux ateliers de 3-5 ans, là, on allait pour des demi-journées, puis c'était... Chaque fois que je la quittais, elle pleurait, elle voulait pas. L'appelait maternelle, la même chose. Toutes les années scolaires, les débuts d'année, ça a toujours été beaucoup, très difficile pour elle de se détacher de moi pour aller à l'école, pour aller faire un sport, peu importe, ou aller se faire garder, ou aller chez des amis, c'était difficile. Ma phobie principale, c'est la peur de l'éloignement et la claustrophobie. La peur de l'éloignement a commencé tout d'un coup. Moi, j'étais quelqu'un qui voyageait avant, je suis allée en Europe, dans l'Ouest canadien. Ça m'a pris, j'étais à Vancouver et très heureuse d'y être. Puis à un moment donné, j'étais sur une plage privée avec mon copain du temps, puis sa famille. J'étais heureuse comme un poisson dans l'eau. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire une panique. On était sur une petite plage tranquille. Il n'y avait rien de dangereux. Je me suis mis à avoir peur. Puis je me demandais de quoi j'avais peur. Puis je regardais autour de moi. Il n'y a rien. À partir de ce moment-là, on est tellement mal qu'on a peur d'avoir peur. Nous avons avant tout de l'anxiété. C'est un mécanisme de survie. Nous avons tous des peurs de choses qui sont potentiellement dangereuses. Il faut avoir la peur d'aller trop vite, mettons, sur l'autoroute. Il faut avoir la peur de tomber malade, etc. Ça nous oblige à faire attention, à se protéger. Par contre, un trouble anxieux, c'est quand cette anxiété commence à nous accaparer énormément ou
affecter le niveau de fonctionnement. J'ai passé 2 ans à cacher ça, puis là, ben, ça empoisonne l'existence parce qu'il y a de plus en plus de panique, puis on restreint de plus en plus les endroits où on avait des paniques. Alors, je prenais pas les rues, si je quittais tôt le matin, je prenais pas les rues où il y avait des commerces parce que ils sont pas ouverts à l'heure que je quitte. Alors, s'il arrive un problème quelconque, ben, il y a personne pour venir à ma rescousse. Alors, je prenais les rues plus résidentielles parce que les gens ne sont pas encore partis travailler. Je peux sonner n'importe quelle porte pour demander du secours. Alors, tout le parcours était lié à toutes ces pensées-là, en fonction du point A à aller au point B, pour avoir du secours en cas de problème. On arrive au bureau, la journée est faite, épuisé complètement. Les symptômes physiques sont réels, on a mal, on a des douleurs, on a les symptômes d'une crise cardiaque, le souffle le plus court, les mains moites, on est étourdi, on a mal au cœur, on va pas bien du tout, puis on pense qu'on va faire une crise cardiaque parce qu'on a des serrements de poitrine. Mais si on commence à éviter des choses, des peurs qui sont imaginées ou qui sont perçues comme exagérées, par exemple, si j'ai peur de mourir et j'ai pas de problème de santé, mais j'ai peur que j'ai un problème de santé, je vais réagir comme une autre personne qui a une vraie menace. Alors, le corps humain ne peut pas distinguer entre un vrai danger et un danger imaginé, parce que la personne qui le croit va réagir en fonction de cette croyance. Si vous êtes menacé, la première réaction que vous avez, c'est une augmentation d'adrénaline dans le corps. Vous êtes plus vigilant, vos muscles vont être plus tendus. Souvent, c'est une augmentation de rythme cardiaque, une augmentation de la respiration, etc. Alors, les gens qui vivent ça vont souvent vivre énormément de réactions physiques et des fois, ça peut créer des nouveaux peurs. Mais j'avais pas vraiment le goût de vomir, j'avais juste peur de vomir. J'avais mal au ventre parce que mes muscles étaient toutes coincés, j'étais stressée, mes mains étaient engourdies, j'avais chaud, toutes affaires comme ça. L'été 2005, elle anticipait le secondaire. Donc, nouvelle école, nouvel environnement, nouveaux amis, nouveaux professeurs. Ça la mettait très inconfortable parce qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre. Tout l'été, elle était anxieuse à tous les jours, constamment. Puis elle me disait, maman, je me sens pas bien, maman, je suis nerveuse. Puis bon, jusqu'au moment où, à un moment donné, elle me disait, maman, je me sens tellement mal en dedans que des fois, je pense que la seule façon que je serais mieux, c'est si j'étais morte. Alors là, ça a été comme l'alarme. Donc, c'est là qu'on s'est rendu à l'hôpital, à l'urgence. Dominique est arrivé dans un état d'urgence, c'est-à-dire que les parents sont passés par l'urgence de Maisonneuve-Rosemont. Ils se sont tout de suite emmenés à l'hôpital Rivière-des-Prairies, où rapidement, dès les premières entrevues, on pouvait constater que Dominique présentait des manifestations d'anxiété assez intenses. C'est-à-dire que même en entrevue avec moi, elle pouvait faire des crises de pleurs assez importantes. Elle était objectivement anxieuse, donc elle tremblait, son cœur battait vite, elle respirait vite. Elle avait beaucoup de verbalisation telles que, bon, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à maman, je veux plus aller à l'école, je serai pas capable de gérer mon anxiété. Vous avez décidé de l'hospitaliser pendant 2 semaines. Le but de l'hospitalisation, c'était d'abord de montrer à Dominique qu'elle pouvait être séparée de sa mère, être séparée de sa famille et être capable de gérer ses symptômes d'anxiété par elle-même. En fait, c'est l'objectif thérapeutique premier pour n'importe quel cas de trouble anxieux. Tu te sens tellement mal de faire ça parce que tu dis, je le fais pour son bien, mais je le sais pas. C'est tout ça qu'il faut faire. Elle va-tu être correcte? Elle va-tu m'en vouloir toute sa vie? Elle va-tu m'haïr toute sa vie parce que je la laisse ici? Puis à un moment donné, je me dis, on n'a pas le choix, là. Il n'y a pas d'autre solution, là. Elle n'est pas bien, puis nous, on ne peut plus l'aider, là. On n'avait plus les moyens, on n'a pas les outils pour l'aider. On comprend combien des moments comme ceux-là doivent être déchirants pour les parents,
Mais dans le cas de la jeune Dominique, une intervention aussi radicale était nécessaire. Quand le problème devient aussi grave, on n'a pas le choix de se tourner vers des spécialistes pour nous aider. Et c'est pas non plus très évident d'évaluer notre propre situation ou encore celle de quelqu'un qui nous est proche et de s'apercevoir quand l'anxiété et les peurs deviennent démesurées. Parce que la plupart du temps, les gens qui sont aux prises avec des phobies vont tout simplement s'accommoder de la situation. Et pourtant, les solutions existent. En fait, les phobies sont même assez simples à traiter une fois qu'on prend le taureau par les cornes ou l'araignée par les pattes. Revenez-nous après la pause. Les phobies font partie d'une catégorie plus large de problèmes de santé mentale qu'on appelle les troubles anxieux. Et on estime aussi qu'une bonne partie des gens atteints de troubles anxieux souffrent pendant au moins une dizaine d'années avant d'être diagnostiqués et traités. Et c'est dommage que les gens attendent aussi longtemps parce qu'en général, les phobies se traitent assez bien. Qu'on parle d'une phobie des araignées, phobie de l'avion ou encore de celle de s'éloigner de la maison, il faut apprendre à faire face à ces peurs lentement dans un cadre surveillé. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation. À l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, à Montréal, une équipe de chercheurs s'intéresse aux phobies depuis déjà plusieurs années et dispose maintenant d'un outil de travail assez étonnant. Regardez ça avec nous. Est-ce qu'il est assez serré? Oui. Donc, vous pouvez bouger, avancer, tourner votre corps vers la gauche ou vers la droite, peu importe. Comment on fait de la désensibilisation ici au Centre de recherche Fernand-Séguin? Mais si on suit la thérapie traditionnelle, on expose la personne à les choses dont ils ont peur. Suivant une hiérarchie, on commence avec les choses les plus faciles pour la personne et on monte graduellement à le problème le plus sévère, plus grave. Alors, par exemple, si quelqu'un a peur des araignées, par exemple, mais on doit les exposer à une araignée à une certaine distance, peut-être une petite araignée, ou même on peut commencer avec des images des araignées. Alors la personne est complètement immersée, il n'y a pas de lumière qui entre dans le casque, la personne est complètement entourée. L'idée, c'est que la personne explore l'environnement lui-même. Okay, finalement, il y a une profondeur. C'est 3 dimensions, toujours. Alors, la personne peut marcher sur les escaliers, il peut monter, il peut même pousser un ascenseur, il peut monter l'ascenseur. C'est comme, encore une fois, vous êtes dans un vrai environnement. L'idée d'une thérapie cognitive comportementale, c'est de regarder ce qu'on fait et comment on voit les circonstances pour essayer de bâtir une confiance. Alors, la personne va graduellement faire face à leur peur pour montrer que peut-être il n'y a pas un danger. Mais ça, c'est fort physique. Souvent, on a une forte réaction, donc on le fait d'une façon graduelle pour que la personne reprenne confiance. Quand on fait une panique, il n'y a pas grand-chose à faire en panique que de la laisser passer. Mais il y a quelque chose à faire avant d'arriver à la panique. Parce qu'on peut évaluer ça de 0 à 10. Avant que je sois rendu à 10, si je figure que 0, je suis calme et que 10, je suis en panique, avant d'arriver à 10, il y a des choses à faire. Comme par exemple, la technique de respiration. Respirer par le ventre et non par le thorax. Si les techniques de respiration fonctionnent pas, je peux essayer de lire quelque chose. Si je suis trop anxieuse pour lire, je peux, aussi ridicule que ça puisse paraître, prendre toutes les lettres de l'alphabet, puis faire des noms d'animaux avec le A, avec le B. Vous allez voir que quand je me concentre là-dessus, j'ai pas le temps de penser que j'ai peur, parce que des lettres, certaines lettres, faire des mots d'animaux avec ça, c'est pas évident. Fait que le temps que je cherche le nom d'un animal, ben mon anxiété diminue. Compter, si je suis en voiture avec quelqu'un d'autre, compter toutes les autos rouges. Faut que ce soit simple, parce que quand on est anxieux, on peut pas rien faire de compliqué. Ben, quand, mettons que je commence à être nerveuse, je vais reconnaître mes symptômes, que je peux déjà avoir mal au ventre, un petit peu mal à la tête. Je vais commencer à respirer, à me parler, à me dire que je suis correcte, que je suis pas malade, je vais pas vomir, des affaires comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'aurais besoin de savoir qu'est-ce qui t'a rendu plus anxieuse. Le fait que ta mère n'était pas là, ou le fait que tu t'inquiétais pour ton grand-père, ou le fait que tu avais peur de vomir. Fait que pour t'aider, on va prendre notre fameux thermomètre des émotions. Donc, si tu me disais de 0 à 10 jusqu'à quel point ça t'a rendu anxieuse, que tu as eu peur qu'il arrive quelque chose à ton grand-père. Wow. Je dirais 8 ou 9. Tu me manipules. Après, OK. 8 ou 9. Ouais, 8.5. Mettons, ouais. OK. Maintenant, le fait de savoir que ta mère n'était pas là pour te rassurer,
Jusqu'à quel point ça t'a inquiété, ça? Vous savez, dans ce cas-ci, l'anxiété en vient à prendre tellement toute la place que la personne, le jeune, se sent contrôlé par l'anxiété. Donc, mon objectif à moi, c'est dans un premier temps de lui redonner du contrôle sur cette émotion-là et qu'elle se sente compétente pour gérer l'anxiété. Et puis, pour lui donner rapidement le rationnel de c'est quoi l'anxiété, démystifier les symptômes physiologiques de l'anxiété et lui donner des techniques très précises pour gérer ces montées d'anxiété. Cette phobie-là, écoutez, on a des bagages génétiques. Hein. Dans la famille, il y a des gens anxieux. Puis, on arrive au monde, puis on a un bagage génétique déjà prédisposé à certaines choses. Dont elle a ramassé l'anxiété, là, qui n'a dans ma mère est anxieuse. Moi, j'ai été anxieuse, pas à ce point-là, mais j'ai toujours eu peur. Parce que ma mère me surprotégeait aussi. Fais pas ça au cas où, tu sais, je suis enfant unique. Mon père est décédé, j'étais jeune, donc elle me surprotégeait pour pas qu'il m'arrive rien. Fait que ça crée des peurs. Qu'est-ce qui arrive si on ne traite pas un enfant qu'une phobie? D'accord. Qu'est-ce qui va y arriver plus tard à cet enfant-là? Je pense que l'enfant va devenir de plus en plus anxieux. Il peut, premièrement, il peut aussi juste garder cette phobie-là. C'est pas catastrophique non plus, mais être moins capable de fonctionner selon de quel type de peur on parle. D'autres enfants vont développer plusieurs peurs et ça va devenir un gros problème d'anxiété. Il y a beaucoup de ces peurs-là qui ont commencé dans l'enfance, éventuellement dans l'adolescence. J'avais chaud, j'avais mal au ventre, mal à la tête. Mes pensées en premier, j'avais peur de vomir, puis que quelque chose que je vomisse là. Parfois, par exemple, un enfant qui aurait peur d'aller à l'école, qui a de la difficulté à se séparer de son milieu, qui a peur d'être exposé à l'école, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, je suis un peu timide, ou bien j'ai un examen, je vais le rater. Donc, il faut vraiment regarder avec le jeune. Peut-être que pour celui-là, il va avoir besoin de combiner une approche de thérapie cognitive comportementale avec une médication. C'est vraiment pour donner un petit coup de main, pour diminuer le niveau d'anxiété. Parce que quand on est très, très anxieux, on n'est pas capable d'écouter. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Ça dépend du jeune. Tu es resté à l'école toute la journée? Oui. Wow! Ah, c'est super ça. Ça veut dire que tu as fait face à ton anxiété. Souvent, c'est qu'un des deux parents ou les personnes qui gardent l'enfant ou l'entourage de l'enfant ont aussi peut-être les mêmes peurs. Donc, c'est là qu'on doit travailler tout le monde ensemble pour essayer de défaire un petit peu ça, faire un peu d'éducation. Puis parfois, ça va être suffisant pour résoudre le problème. Et les filles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Votre chum? Non. Je vais commencer un samedi ou un dimanche matin quand il n'y a pas de trafic. Puis là, des fois, je fais, où est-ce que ça me tente d'aller me faire peur aujourd'hui? Je prends l'auto, puis je m'en vais. Puis des fois, moi, j'appelle ma zone de sécurité, mon carré de sable. Si c'est tel coin de rue, le quadrilatère est sécuritaire, là où je vais commencer à sentir de l'anxiété, ça va être un coin de rue plus loin. Encore une fois, pour le commun des mortels, un coin de rue plus loin, c'est bien niaiseux. Mais pour moi, c'est une catastrophe parce que c'est un effort. Là, c'est, je pense, 1 kilomètre ou 2 kilomètres, c'est pas supposé d'être long. Je peux me dire que ça durera pas toute ma vie. OK, je vais réussir. OK, ça roule un peu. Il y a personne qui est mal, tout le monde est correct, je suis en parfaite santé. OK. Ça va bien. Good. Tranquillement, une respiration. Oh, c'est fait. Yes! All right. Je vois mon avenir avec beaucoup d'espoir parce que depuis plusieurs années, je me désensibilise. Il y a un tas d'affaires que je faisais pas, que je suis capable de faire. Je suis capable de prendre l'ascenseur, je suis capable de prendre l'autoroute. J'envisage même à recommencer à faire des voyages. C'est extraordinaire. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais de l'hôpital 2 jours jusqu'à temps, après février-mars.
Puis après, un jour, j'ai décidé que j'allais à l'école à temps plein, puis comme des fois, je manquais des périodes parce que j'étais trop nerveuse. Mais j'ai décidé que j'allais à l'école à temps plein. J'allais à toutes mes classes, puis tout allait bien aller. Puis cette journée-là, j'étais allée à toutes mes classes, puis c'était comme ça depuis... ça restait comme ça. Un an plus tard, Dominique va beaucoup mieux. Depuis le début de l'année, elle a manqué aucune journée. Elle gère très bien son anxiété. Il y a eu des situations dernièrement où elle avait raison d'être anxieuse, donc des gens dans sa famille qui ont été malades, sa mère qui a quitté une fin de semaine pour partir avec son père, et puis elle a très bien géré son anxiété. On peut dire qu'en ce moment, l'anxiété ne prend plus toute la place dans sa vie. C'était ça notre objectif. Là, je me sens beaucoup mieux. Là. Par avant, c'était pas comparable là, comme j'étais avant. Là. C'était fou. J'étais pas capable de rester 30 secondes sans ma mère. Là, je suis capable de jouer chez mes amis, je jouer dehors avec mes amis. Pas de problème. Tu veux partir pour des tournois de soccer? Oui. Dans le cas des enfants, il n'est pas évident de déterminer quand une intervention professionnelle devient nécessaire. Tous les enfants peuvent avoir des peurs qui vont probablement disparaître avec l'âge, et en général, il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. Par contre, si les crises deviennent plus fréquentes et que vous êtes rendu à court de moyens pour rassurer un enfant, il faut essayer d'éviter que ces peurs deviennent des peurs d'adultes, plus complexes et plus handicapantes. C'est probablement le temps de consulter. C'est d'ailleurs le cas aussi pour les adultes qui, eux, souffrent déjà de phobie.